Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. On va aller retrouver notre journaliste tout-terrain au Journal de Montréal, Louis-Philippe Messier, on peut vraiment le qualifier de vadrouilleur. Bonjour Louis-Philippe. Bonjour. C'est drôle parce que j'ai vu dans certains de tes articles récemment, tu parlais de la fameuse vadrouilleuse Francine Grimaldi. C'est être un vadrouilleur ou une vadrouilleuse, c'est vraiment explorer la ville, les lieux culturels ou d'affaires. Comment tu qualifies? J'ai beaucoup moins de barrières que Francine Grimaldi en avait. Elle couvrait la culture. Seulement la culture, toujours, donc les arts, alors que moi, je peux aller partout. Donc, je peux... c'est encore plus vaste. Et ce matin, j'ai fait l'exercice de relire, là, mais j'ai pas tout relu. J'ai regardé mes 134 chroniques de l'année pour toi, pour t'en choisir. Ah, super! J'ai eu beaucoup de mal à t'en choisir 15. Oui. Je pense que toi, là-dessus, t'as encore épuré. Oui, c'est difficile, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est comme une revue de fin d'année avec toi. Moi, j'aime profondément Montréal, puis je trouve que tu y portes un regard attentif à toutes sortes de petites coutures qu'on a tendance à oublier. Et une chose que j'ai appris en lisant tes chroniques, c'est qu'il y avait un glacier à Montréal qui ne fondait jamais et qui, là, avec la crise climatique, s'avère qu'il risque d'être à son dernier été éternel. C'est possible, sauf si cet hiver, on a beaucoup de neige, parce que chaque nouvel hiver apporte son lot de neige qui protège le glacier initial. Pour les auditeurs, là, c'est qu'en 2007-2008, ça fait longtemps, mais il y a eu un hiver aberrant. 5 mètres de neige. C'était comme 3 fois plus que d'habitude. OK. Et ça a formé une sorte de bloc très difficile à faire fondre. Même les canicules d'été n'en viennent pas à bout. Okay. Il y a des employés de la ville. C'est dans la carrière Francon, qui est une espèce de no man's land. On oublie que ça existe. Là. C'est entre Villeray et Rosemont. C'est pas la carrière Miron. La carrière Francon est ailleurs. C'est la carrière Francon. Et la ville l'utilise pour stocker ces milliers de camions. C'est gigantesque comme endroit. Mais il y a vraiment une carrière creusée. Donc, on va au fond. Et c'est là que la ville jette sa neige. À peu près le tiers ou la moitié de la neige ramassée à Montréal est déversée là. Je n'ai jamais pu assister encore au spectacle, mais j'en ai l'intention là, de très tôt le matin ou pendant la nuit, on voit les camions à tour de rôle verser leur neige. Dans un ça tombe d'une centaine de mètres. Fait qu'on voit des traînées blanches partout. Ça doit être beau. Mais d'ailleurs, autrefois, moi je me rappelle à l'époque, sur le pont de la Concorde, il y avait des camions qui vidaient leur neige à l'époque dans le fleuve, ce qui n'est plus permis, je pense, compte tenu des fondements qu'il y a là-dedans. Ça m'étonnerait que ce soit permis. Mais tant mieux, on est content. Alors, autre point, un 4,5 du plateau Mont-Royal avec une file monstre pour avoir la chance de visiter le loyer. Incroyable, ça. Oui et non. Ce qui est incroyable, c'est à quel point les perceptions changent vite. Je ne sais pas si aujourd'hui, cet article-là surprendrait les gens. Mais quand je l'ai écrit, c'était, je pense, au printemps dernier, ça étonnait les gens qu'un 4,5 sur le plateau, très ordinaire, coûte 1460 $. C'est vrai, t'as raison. Les choses ont changé. Maintenant, moi, je connais des gens qui paient plus cher que ça pour quelque chose de moindre. Donc là, ça devient explicable. Donc, il y a eu il y a juste le bon décalage entre la réalité et la perception que la masse des gens avait au moment où j'ai publié ça. Moi-même, j'étais surpris que les gens soient si étonnés de cette réalité. Évidemment, si tu annonces un 4,5 sur le plateau, très bien situé, à peu près 1500 $, tu vas avoir une file monstrueuse, effectivement. Tu nous parlais aussi, là, j'ai pas la date, mais tu nous parlais des toilettes auto-nettoyantes. Oui. Qui a été une belle aventure qui n'a pas fonctionné. Écoute, est-ce qu'elles ont été réparées depuis? J'ose le croire, mais j'ai des doutes. J'en ai vu une fonctionner il y a quelques semaines, parce que je les essaie quand je passe à côté. J'adore ton approche, vraiment, comme tu te promènes. C'est ça. Il faut. Ce qui nuit aux toilettes, c'est que, il y a des humains en ville. Des fois, ils ont besoin de dormir. Il fait froid. Ils veulent un lieu, des fois, pour avoir un peu d'intimité avec pour des raisons sexuelles. Ils brisent la porte. Ils entrent. Ils ont aussi trouvé un moyen, avec un pic, d'aller briser le système de pneumatique là, qui ouvre la porte automatiquement. Donc, ils vont casser la toilette pour pouvoir y dormir. Et ensuite, il faut que la ville, ou en fait, je sais pas qui répare ça. Ça coûte une fortune. Il faut attendre des pièces qui viennent d'Europe. C'est vrai que c'est très européen comme concept. Oui, mais c'est ça. Et ça coûte très cher à l'installation. Si tout le monde les traitait bien, ces toilettes-là, elles fonctionneraient à merveille, je crois. Mais la réalité est tout autre. Là. Il suffit qu'il y ait
une personne très mal intentionnée à chaque 2-3 semaines. Et quand c'est brisé, ça peut le rester plusieurs semaines. C'est bien triste parce que ce sont des installations qui sont coûteuses. Puis effectivement, c'est pas le premier projet. J'ai comme le mot taillibert qui apparaît, des projets européens qui sont pas tout à fait compatibles avec nos conditions météo. Tu nous avais parlé aussi de la fameuse itinérance dans les tentes. Tu es allé visiter un sans-logis dans un bois à Montréal. À l'époque, on en parlait moins, ça aussi. Hein? Et aujourd'hui, les tentes sont devenues beaucoup plus fréquentes. Oui. Moi, j'en reviens toujours pas. Il y a 5 ans, quand le premier campement est apparu, j'étais allé dormir là. Et c'était complètement nouveau. C'est quand même incroyable. C'est vraiment du journalisme tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on fait. Et... mais là, déjà, on s'y est habitué. Je pourrais... et ça s'est un peu, je dirais pas banalisé, mais c'est devenu quelque chose... Les gens sont déjà blasés, un peu choqués, des fois dégoûtés, tristes, mais ça fait partie de la réalité. Et à l'époque, c'était différent. Ça ressemblait à une sorte de camping. En raison de la COVID, ils avaient un camion qui faisait de la bouffe, des toilettes, l'eau courante. Okay. Alors que maintenant, souvent, ça ressemble à un dépotoir autour. Les objets s'accumulent, une fois qu'ils jettent quelque chose, ils le laissent là. Le camion ne va pas passer pour le ramasser. Ouais. Puis on les comprend de ramasser tout ce qu'ils peuvent potentiellement utiliser. Un vieux vélo parce que les roues peuvent servir à réparer l'autre. Puis, tu sais, ils ont besoin de pouvoir déplacer leur stock, évidemment. Puis malheureusement, très souvent, ils sont expulsés manu militari. Oui. L'homme que j'ai visité, j'ai l'impression qu'il est toujours dans sa tente. J'ai l'intention d'aller le voir après quelques semaines d'hiver pour voir s'il tient toujours bon. Je sais pas. Mais tous ces gens-là, quand on leur parle, ils disent « Toi, tu comprends pas parce que tu vis à l'intérieur, mais moi, ça fait 14 hivers que je passe dehors. Je sais de quoi je parle. Il y a quelques nuits difficiles, mais pour l'essentiel, ça va. » Donc, il y a une dimension un peu de résistance dans ce geste-là. Peut-être qu'une fois de temps en temps, ils vont se réfugier chez un ami quand c'est vraiment extrêmement froid, mais des fois, ils sont tellement... L'homme à qui je parlais, là, s'était fait pourtant offrir un logement avant. Mais à certains moments, on lui a imposé des conditions. C'était comme pas de visite la nuit. Peut-être parce qu'il y avait des dérapages et là, il s'est fâché puis il est parti. Donc, c'en est un qui était dans la rue. Ils lui ont trouvé un logement et là, il est retourné à la rue. En tout cas, tu levais le voile sur quelque chose qu'on l'a malheureusement pas banalisé, mais auquel on s'habitue. Moi, j'ai déjà parlé en ondes. J'avais un voisin, entre guillemets, qui stationnait sa Dodge Caravan sur notre rue. Des fois, il était pile devant chez nous, des fois, il était ailleurs. Il vivait dans son Dodge Caravan. Ah, je vois. Et quand il s'est mis à faire froid, on a vu qu'il allumait des chandelles pour se réchauffer. Il y avait un gros chien. Puis j'ai trouvé quand même, évidemment, c'était évidemment pas viable, mais puis c'était avant les fêtes, là, c'était cet automne, là, mais dans un esprit qu'on souhaite à tous pour Noël. Je viens de me voir encore avec ma chemise, j'en viens pas. Mais dans cet esprit de Noël, les gens du quartier ont quand même été très bienveillants. Et lui apportaient parfois de la nourriture, on lui a offert de se brancher de temps en temps. Comme il y avait une bienveillance. C'est pas viable, ça peut pas durer, mais c'était quand même beau de voir les gens du quartier qui étaient... Certains de mes premiers sujets tout-terrain de chronique ont rapport à l'itinérance, puis en fait à ces nouveaux itinérants qui souvent travaillent. Donc, on parlait de travailleurs pauvres, les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Là, on parle de gens qui n'ont pas de logement, mais qui ont un emploi. Souvent, donc, c'est à l'insu de leurs collègues qui sont sans abri. Et même que les abris sont maintenant aux prises avec cette nouvelle clientèle, qui est beaucoup plus facile, on va le dire. Il y a moins de problèmes de santé mentale. C'est facile, mais qu'il y a d'autres besoins. Par exemple, pouvoir laver ses vêtements pour aller travailler, pouvoir prendre sa douche tous les jours. C'est ça, que quelqu'un lave les vêtements la nuit pendant qu'il dorme. Ne pas se faire déranger par des gens qui hurlent. Récupèrent, bien sûr. Voilà, donc il y a comme une classe ou des fois même un dortoir. Je sais qu'à Sorel, c'est comme ça, un dortoir particulier pour les travailleurs. Voyons. Il y a ça à Sorel. Oui, mais bon, j'ai peut-être dévanté mon prochain sujet de chronique. Mais regarde, je vais t'amener ça tout de suite sur un autre sujet pour pas qu'on invente trop ta chronique. Moi, je peux dire que j'ai passé une nuit à la salle d'urgence du CHUM, qui est évidemment qui est ici en plein centre de l'épicentre des sans-abri, vraiment. Beaucoup de gens qui sont en détresse. Et ça m'a frappé, dans les 30 personnes qui ont passé la nuit en même temps que moi dans cette salle d'urgence, il y avait environ 7 ou 8 personnes que tout le personnel connaissait par leur prénom.
Okay. Hein, ça donne une idée. Ces gens-là avaient besoin de rentrer à l'intérieur, avaient besoin de manger, boire quelque chose, espérer rencontrer un bénévole gentil, bienveillant. Ça donne une idée, en tout cas, à quel point cette vulnérabilité-là, on l'a sous les yeux constamment. Et il faut se rappeler que peu de gens sont à l'abri de ça. Oui, c'est un peu triste parce que j'ai l'impression qu'on revient quasiment 100 ans en arrière sur ce dossier-là et ça ne va pas s'améliorer. Je suis triste, je sais que tu aimes les nouvelles positives, mais ça ne va pas s'améliorer l'an prochain, probablement pas l'année suivante. Parce que là, avec le logement qui devient inabordable, la nourriture qui devient inabordable, on va comment dire, toucher les gens dans leurs besoins de base et on risque d'avoir de plus en plus de gens à la rue. Et ça, c'est un terreau fertile pour la toxicomanie, la dépression. Bien sûr. Bref, malheureusement, c'est un sujet que je vais devoir aborder encore souvent. Ben, de toute façon, il faut l'aborder, ça fait partie de notre société. Hier, on avait une invitée qui nous rappelait à quel point c'était pas possible de croire qu'une personne qui travaille, qui a son logement, qui pour une raison, un divorce, une séparation, perd son logement, que aussitôt que ça arrive, tout de suite, elle touche le bas-fond. Il faut qu'il y ait des étapes pour attraper les gens qu'on va échapper de temps en temps, parce qu'effectivement, on n'a pas fini de voir plus de gens dans cette position-là. Je voulais pour conclure sur ce point-là, tu nous as parlé aussi d'une chapelle. Oui. Pour les morts non réclamés. C'est une messe qui a lieu chaque année parce qu'il y a des gens, en général, quand une personne meurt, elle a des proches qui vont réclamer sa dépouille pour lui organiser des funérailles ou une commémoration ou les cendres. Mais il y a des gens qui meurent sans être réclamés. Souvent, ce sont des itinérants. Des fois, les gens ont des amis, mais les amis n'ont pas l'argent, ne veulent pas s'occuper des funérailles. Si tu lèves la main, tu risques de te retrouver avec un problème à régler, c'est-à-dire payer des honoraires pour ça. C'est ça. Alors, ce prêtre, dont le nom m'échappe là, pour l'instant, organise depuis plusieurs années une messe pour les morts non réclamés. Et à mon grand étonnant, je pensais que ce serait un tout petit événement, mais non, la chapelle était pleine. Okay. Et les gens étaient très émotifs parce que plusieurs étaient là pour quelqu'un qu'ils connaissaient depuis des années, qui était à la rue, qui est mort. Ils l'ont eux-mêmes pas réclamé. Et, mais ils sont au courant qu'il y a une cérémonie qui est donnée par l'abbé Claude Paradis. Voilà, l'abbé Claude Paradis, qui a demandé lui-même à être inhumé dans la fosse commune. Ah ouais. Avec ces gens-là. Donc, c'est la messe. Il y a des morts qui, non seulement sont non réclamés, mais personne ne sait trop qui c'était. Alors, ils ont leur nom. Et pendant la messe, ils demandaient aux gens d'aller, comment dire, répondre à l'appel et de prier pour la personne en allant prendre une rose. Donc, ces morts inconnus auront au moins une prière. Wow! En tout cas, Louis-Philippe, vraiment, tes sujets sont vraiment fascinants. Je suis content qu'on puisse faire cette revue-là. Merci. Ça n'arrive pas très souvent. Tu voulais me parler aussi, en fait, pas tu voulais me parler. On a, dans les sujets que tu nous as soumis, que j'ai remarqué, le baptême des parcs éponges de Montréal. Donc, des petits lacs, des parcs qui sont conçus pour absorber les excédents d'eau. On dit absorber, mais c'est pas vrai. Ça devient des cuves. C'est comme un bain, le parc devient comme une cuve. Il se remplit d'eau, il peut contenir un volume gigantesque d'eau dans certains cas. Et il y a une valve au fond qui, lorsque le système d'aqueduc s'est libéré, va évacuer le parc. Okay. Donc, moi, quand je suis allé, j'ai pu nager. Ben voyons. Tu le laisseras, la prochaine grande averse en ville, tu peux aller, puis ça se remplit d'eau. Alors, tu peux... Moi, j'en avais jusqu'aux genoux à un certain moment. J'ai vu des chiens tout heureux de se promener dans l'eau. Ben, c'est incroyable, mais c'est ça un parc éponge. C'est vraiment une sorte de cuve qui récolte l'eau, l'excédent d'eau, de façon à soulager le système. Pour retarder l'évacuation de ces eaux-là dans un système qui va être capable de le digérer quand on va ouvrir le bouchon en fond. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est une bonne idée, c'est simple. Tu sais, ça s'explique très facilement à quelqu'un. C'est facile, ça marche. Il faut juste un peu repenser les parcs de cette façon-là. Et ce n'est qu'au début, donc il y aura de plus en plus de parcs éponges. Est-ce que tu sais si par hasard, c'est une approche qui a été, bien sûr, certainement qui est populaire dans d'autres pays, mais qui a été appliquée ailleurs qu'à Montréal, au Québec? En fait, c'est ça, je pense pas. Je pense que c'est une nouveauté. Une création. Écoute, je devrais pas dire ça là, sans vérifier, mais il me semble que quand je l'ai traité la dernière fois, on m'avait dit que c'était presque unique. La première ville a vraiment axé sa politique là-dessus, en se disant notre système d'aqueduc, ou plutôt d'évacuation des eaux, ne peut pas faire des miracles quand il tombe des trompes d'eau. Voici ce qu'on va faire. Les parcs vont être... À chaque fois qu'on va rénover un parc, on va
le penser Zone de sorte éponge. que... Exactement. Ouais, ben, en fait, pas une zone bassine. Merci. Louis-Philippe, il faut qu'on s'arrête, mais tu reviens. On continue après. Je reviens Pas plus tard. immédiatement après, un peu plus tard dans l'émission. Merci beaucoup, Louis-Philippe Messier. À plus tard. Notre journaliste